En fait, les gens, ils ont pas besoin d'investir, ils ont besoin d'argent. J'ai aucun client qui m'a dit «Ah, j'ai déjà fait, c'était une expérience exceptionnelle, à ma banque, à ma boîte d'assurance sur lequel j'ai récupéré un crédit». C'est très anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas les bonnes décisions, et aujourd'hui, c'est un vrai challenge. La taille du volume hypothécaire en Suisse, la taille du marché, égale à la Suisse à la France. Quand tu dis ça, les gens font «Non, mais c'est pas vrai». Ah si, il y a 200 milliards de nouveaux crédits hypothécaires en Suisse par année. Il n'y a pas la même chose en France. Bienvenue sur Unlock, le podcast présenté par Swissquote qui donne la parole à celles et ceux qui bousculent les règles et réinventent leur secteur. Crédit hypothécaire, fintech et avenir de l'accès à la propriété. Notre invité aujourd'hui est Romain Dequesne, CEO de Resolve, une fintech suisse spécialisée dans le financement hypothécaire et la planification financière. Du conseil stratégique chez McKinsey à la direction de l'une des plateformes hypothécaires à la croissance la plus rapide en Suisse, il se situe à l'intersection de l'immobilier, de la technologie et de la finance. Et bien plus, salut Romain. Salut Igor, merci de m'accueillir. Tu as commencé ta carrière dans le conseil stratégique. J'ai envie un peu d'introduire les gens à ce que tu fais maintenant, mais tu as été notamment avec près de 10 ans chez McKinsey avant de t'orienter vers la fintech et la finance immobilière. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer qui tu es d'abord, avant de rentrer en détail? Ouais, bien sûr. Donc moi j'ai 40 ans aujourd'hui, marié avec une Suissesse, Suisse alémanique. On s'est rencontrés en fait à Shanghai lors d'un événement 1er août à l'ambassade suisse. C'est une histoire assez drôle. On a deux petites filles et donc on vit à Zurich. Donc je sais toujours que c'est elle qui a gagné. C'est pour ça qu'on vit de l'autre côté de la barrière de Rösti. Mais on s'amuse beaucoup à Zurich et c'est vrai que depuis maintenant 5 ans, j'ai repris la société qui s'appelait à l'époque Hypothèque, par Resolve, dont je ne suis pas le fondateur, c'est une des particularités. Euh, mais c'est un univers qui m'a toujours intéressé. Tout le monde pense finance, va aller chercher des boîtes qui font des investisseurs, des banques, etc. Puis je me dis, en fait, les gens, ils n'ont pas besoin d'investir, ils ont besoin d'argent. En fait, on va essayer de travailler sur le crédit, qui est quand même un vrai besoin aujourd'hui de beaucoup de personnes. Et c'est ça qu'on fait chez Resolve. Donc, je construis quelque chose qui, à mon avis, peut contribuer au bonheur de beaucoup de personnes aujourd'hui. Ouais. Et on va en parler en détail. Peut-être pour introduire la discussion, qu'est-ce qui t'a donné envie de construire dans cet univers-là? Je pense que cet univers est malheureusement extrêmement dysfonctionnel aujourd'hui. Injuste, dysfonctionnel, t'appelles ça comme tu veux, mais aujourd'hui, pour avoir un crédit, si tu arrives à en avoir un, ça te prend des semaines, des semaines et des semaines. L'expérience est rarement bonne. J'ai aucun client qui m'a dit «Ah, j'ai déjà fait, c'était une expérience exceptionnelle à ma banque, à ma boîte d'assurance sur laquelle j'ai récupéré un crédit». C'est très anxiogène. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas les bonnes décisions. Et aujourd'hui, c'est un vrai challenge. Et donc, je pense que quand tu veux réparer quelque chose ou construire quelque chose, c'est plus facile de commencer dans un élément ou dans un environnement, moi j'appelle ça un écosystème qui est un petit peu cassé. Et c'est manifestement le cas, celui du conseil en financement. Et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et apporter aussi un peu notre côté indépendant qui est vraiment important. Ouais. Alors, c'est quoi ce challenge dont tu parles quand tu as pris la direction d'Hypothèque? Aujourd'hui, Resolve, je précise. Le challenge est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, le réflexe numéro 1, la plupart des personnes qui veulent accéder à la propriété, c'est d'aller voir leur banque et puis d'espérer d'avoir des bonnes conditions et puis de pouvoir acheter. La réalité, c'est que souvent, ça c'est une partie du puzzle et qu'en fait, aujourd'hui, il y a de moins en moins de conseils qui est donné par les établissements. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, ils ont réduit le nombre de conseillers aussi. Surtout, en fait, l'achat et l'hypothèque en elle-même n'est qu'une partie de la solution. Moi, j'ai toujours, les clients, ils travaillent 25 ans pour acheter au plus, pour acheter une maison. Personne ne pense investir une demi-seconde pour en fait ne pas la perdre. Donc très souvent, on a des cas tragiques de mort ou de divorce, etc., qui sont évidemment des situations extrêmes. Il y a des situations aussi beaucoup plus classiques de maladie ou d'autres choses, où en fait le couple, par exemple, a moins de revenus et peut perdre sa maison. Et donc, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui, quand vous achetez ou vous voulez avoir accès à la propriété, il y a besoin d'une réponse qui est complète. Et la plupart de l'écosystème ne s'en préoccupe pas du tout aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on pense que on peut faire de votre achat immobilier une opportunité pour améliorer la situation de nos clients. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dedans. Ouais. Et je suppose que toutes ces années en conseil stratégique, tu les appliques aujourd'hui quand tu as repris Hypothèque et que tu es devenu CEO. Oui, il y a des choses que tu appliques, il y a des choses que tu penses appliquer puis qui servent à rien, il y a des choses que tu n'appliques pas et que tu devrais. Mais oui, il y a beaucoup d'expérience, bien sûr. Bon, à l'époque, je travaillais avec ou pour les plus grosses banques en Europe. Je fais beaucoup de banques privées, gestion d'actifs. Et donc, oui, le sujet du crédit est un sujet qui est connu.
Euh, et donc, ça aide de connaître un petit peu ce que tes partenaires ont dans la tête ou comme stratégie pour mieux travailler avec eux. Parce que c'est vrai qu'à la fois, on travaille pour le client, on travaille avec les banques aussi. Donc, il faut bien connaître ses partenaires pour que ça se passe très bien. Oui, c'est très, très important, hein, bien sûr. Si tu peux revenir à ta première année, à la tête de l'entreprise, qu'est-ce que tu peux dire? Comment tu te sentais? La première année, c'est la lune de miel. Tout est incroyable. T'as l'aura, t'as les médias qui s'intéressent, et tout est sexy, tu démarres plein de projets dans tous les sens. Et puis après, tu es vite rattrapé par la réalité, souvent. Et donc, en plus, nous, ça s'est fait au même moment où le marché du crédit s'est massivement durci, parce que c'était l'effet post-Covid, où tout à coup, les taux sont montés significativement. Donc, il y a eu moins de transactions immobilières. Donc, on s'est retrouvé on était très déployés sur plein de géographies. Et en fait, les bases de la boîte n'étaient pas assez solides. Et ça, tu le découvres souvent après, quoi. Et donc oui, une phase d'euphorie, une phase beaucoup plus dure, dans laquelle tu dois consolider, où là, on a des actionnaires qui ont beaucoup aidé, hein, beaucoup contribué. Et tu peux être le meilleur consultant du monde, quand tu es sur le guidon, tu ne le vois pas où tu vas, tu vois. On a fait des efforts de professionnalisation de nos équipes, d'avoir des gens plus qualitatifs. On a dû séparer aussi des gens qui n'avaient peut-être pas forcément le niveau. On a dû changer nos processus de recrutement. Donc, on a vraiment monté en gamme significativement sur ces dernières, on va dire, 3 4 années, pour aujourd'hui faire l'année de tous les records de l'année passée. Puis aujourd'hui, d'être de facto le plus gros acteur indépendant de Suisse. Chaque cheveu gris sur mes cheveux a été mérité 4 fois, quoi. Crois-moi bien, quoi. Et peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas Resolve, est-ce que tu peux définir un peu ce que vous faites dans l'entreprise? En Suisse romande, en Suisse alémanique, un peu partout, vous avez plusieurs bureaux. Alors qu'est-ce que c'est Resolve? Ouais, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les clients, alors, soit des propriétaires existants d'immobilier, donc qui sont déjà propriétaires, soit des gens qui veulent le devenir. Et également, en fait, des professionnels immobiliers qui ont des parcs immobiliers ou des développeurs. Et on va leur trouver la meilleure solution de crédit pour leur projet. Et ça va au-delà de ça, dans le sens où de temps à autre, le crédit ne suffit pas. Comme j'ai expliqué avant, il y a des dimensions de fiscalité, des dimensions d'analyse de risque. Et quelque chose qu'on fait systématiquement chez tous nos clients. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va analyser votre situation, essayer de comprendre vos objectifs de vie, qu'est-ce que vous essayez de faire, et vous trouvez le meilleur deal dehors. Donc on va parler à tous les acteurs, ou en tout cas comprendre tous les acteurs relevant pour votre situation, et de façon indépendante, très important, on est totalement indépendant, on va vous dire quel est votre match. Et après, on va vous aider à exécuter ça, et vous n'avez rien à faire. Vous combinez le meilleur de la tech et de l'humain. C'est un achat d'une vie. C'est potentiellement, tu t'endettes pour 2 millions. C'est gigantesque. Tu veux parler à quelqu'un. Et là-dessus, on a des gens qui ont de l'expérience, qui ont vu des transactions, qui ont vu beaucoup de situations et qui te rassurent et qui t'expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, aujourd'hui, c'est totalement essentiel. On a fait des cas, hein, sans humain, ça marche moins bien aujourd'hui. Et parlons un peu de votre secteur. Dans le podcast, on va sûrement mentionner un peu d'hypothèque, du marché de l'immobilier, de Ouais. stratégie. Moi, j'aimerais savoir, tout d'abord, c'est quoi la décision la plus irrationnelle que vous ayez vu un acheteur prendre avec Resolve? L'exemple numéro un qui me vient en tête, c'est le client qui achète beaucoup trop cher. Malheureusement, ça arrive encore. Alors, moins maintenant parce que les prix sont bien stabilisés. Mais tu vois, tu as le cas, je prends toujours cet exemple, mais à Zurich, tu as beaucoup de ventes aux enchères où en fait, tu as un premier prix, puis après, c'est au plus haut l'emporte. Et j'ai des clients qui ont payé 30-40% au-dessus du prix du marché. Alors, la réalité, c'est que nous, on n'est pas courtier en immobilier, on ne veut pas l'être. Donc, le prix, finalement, c'est l'intersection de l'offre et la demande. Donc, si tu achètes 30% plus cher que le prix du marché, ben, ça devient le nouveau prix du marché, finalement. Mais la réalité, c'est qu'aucun partenaire bancaire ou assurantiel va te prêter sur la base de ton prix de transaction parce qu'il considère que tu as trop acheté. Et j'ai vu beaucoup de situations où les clients sont un peu emballés. Et puis, tu vois, si tu achètes déjà 30% trop cher, il va sacrément falloir que le marché continue de progresser pour que tu t'en sortes sur tes coûts. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment l'exemple numéro un. L'autre, c'est plutôt des cas de précipitation. Des clients qui ont, par exemple, des expatriés qui rentrent chez eux, puis qui ont accumulé 200 000 300 000 francs de deuxième pilier, puis qui le sortent au mauvais moment avec la mauvaise séquence, avec la vente du bien, puis qui se retrouvent à devoir payer 35% ou 40% d'impôts sur leur deuxième pilier dans leur pays d'origine. Alors que s'il avait fait dans le bon sens, en prenant 3 jours de congé entre les deux pour pas se faire ponctionner au mieux, en fait, ça aurait été fait dans les règles de l'art et ils n'auraient pas perdu dans l'histoire 150 000 balles. Ça, j'ai vu
beaucoup de situations. Et donc, c'est vraiment un ou deux conseils, bon séquencement sur lequel tu peux économiser énormément d'argent si c'est bien fait. C'est un système qui est très complexe, hein. La fiscalité en Suisse, la partie aussi immobilier, les gages immobiliers, tu peux très très rapidement te tromper. Donc c'est pour ça que les clients sont souvent assez ravis qu'on démystifie les choses puis qu'on les aide. Ouais. Et parlons de démystifier les choses. Ici, chez Unlocked, on aime bien parler d'éducation financière, mais aussi d'éducation dans des secteurs spécifiques. L'éducation, pour moi, en tout cas, personnellement, ça commence par des choses simples et les comprendre. Parlons simplement, c'est quoi une hypothèque? L'hypothèque, c'est un crédit qui est adossé à de l'immobilier, pour faire très simple. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en Suisse, tu as ce qui s'appelle une cédule hypothécaire, qui est en fait un titre qui est inscrit au registre foncier qui, finalement, te donne un droit sur une partie de ton bien. Donc, un montant d'une cédule, et les cédules sont des rangs comme ça, un, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la plus haute valeur du bien. Et donc, en fait, un prêt hypothécaire, on va prendre une partie de ta maison, hein. On dit toujours, ironiquement, en Suisse, tu n'es pas propriétaire, c'est ta banque qui est propriétaire, et toi, tu es micro-propriétaire de ta maison. Alors, c'est vrai dans certaines proportions, mais en fait, c'est un crédit qui est adossé à de l'immobilier, et en fait, tu le rembourses. Et une particularité du marché suisse, hein, on a peut-être des Français ou d'autres expatriés qui nous écoutent ici, c'est qu'en Suisse, le premier rang, donc souvent les premiers 65 ou 66% de la valeur de ton bien, tu ne l'amortis jamais. Donc tous les 10 ans, 5 ans, suivant l'échéance que tu as mis, en fait, tu renouvelles simplement ce crédit-là. À contrario, par exemple, en France, tu prends un crédit de 20 ou 25 ans, puis à la fin des 25 ans, il reste zéro. Pas comme ça que ça marche en Suisse. C'est pour ça que, intéressant, la taille du volume hypothécaire en Suisse, la taille du marché, égale à la Suisse à la France. Quand tu dis ça, les gens font non, mais c'est pas vrai. Ah, si, il y a 200 milliards de nouveaux crédits hypothécaires en Suisse par année. C'est après la même chose en France. Alors, le marché s'est un peu effondré en France, ok, mais si je t'avais demandé c'est quoi la proportion, tu m'aurais dit 1 à 3, 1 à 4, le ratio, ben non, c'est à peu près la même taille parce que justement en Suisse, tout est plus cher et on rembourse jamais ce premier rang. Et c'est pas Ça. lié au fait qu'on prenne plus de crédits en Suisse. Non, parce qu'en France, tu peux avoir des crédits qui sont à 100%, tu vois. C'est Hmm. juste que le bien, plus petit. Je vois l'hypothèque moyenne en Suisse chez nos clients, elle est de 900 000 à peu près. Et l'hypothèque moyenne en France, tu vas être autour de 200 000. Parce que le bien est juste beaucoup moins cher. C'est super intéressant, je savais pas du tout. J'adore avoir un leader comme toi de l'hypothèque qui peut nous expliquer des choses super simplement. C'est pas facile à faire, donc merci beaucoup. Tu as peut-être aussi évoqué publiquement le fait que le marché hypothécaire suisse devient très restrictif pour les emprunteurs, notamment en raison des évolutions réglementaires et de la prudence des prêteurs. Selon toi, aujourd'hui, les principaux risques pour les acheteurs, c'est quoi? Alors, je pense que tu as vraiment deux mondes, hein. Tu as le monde du privé qui achète sa maison, résidence principale ou secondaire, et puis tu as le même ou le pro, si tu veux, qui achète un immeuble de rendement. La première catégorie, il n'y a pas de vrai risque majeur, dans le sens où c'est ce que les régulateurs considèrent comme des bons risques. Donc le seul risque que tu as là, et ça il a toujours existé, c'est est-ce que tu as acheté trop cher, pas assez cher, pas de risque, mais est-ce que tu as acheté trop cher ou plus que ce que tu devrais. Ça, c'est un peu mais ça, c'est pas un nouveau risque, il a toujours existé. Et donc je vois pas vraiment de nouveaux risques réglementaires sur les résidences principales, un petit peu sur les secondaires, parce que là, c'est un petit peu pénalisé par les régulateurs qui disent, bon, on va baisser le taux d'endettement sur les résidences secondaires, mais ça va juste, en fait, un petit peu ralentir des fois les échappées, l'excitation, la surchauffe de certains marchés de résidences secondaires sur certaines régions. Sur les meubles de rendement, la situation est un peu plus compliquée, dans le sens où tout le monde, tous les établissements de Suisse ont mis un énorme frein à main. Alors, pas tous au même moment, ce qui nous a quand même permis de travailler un petit peu, mais simplement sur ce qui te prêtait. Pour résumer, parce que c'est bien de faire des trucs simples, en gros, une banque, quand elle a 1 franc qui est déposé, elle peut en prêter 5 ou 4. Un ratio comme ça. Ok. En fait, le régulateur, il dit, ben non, dans certains cas, si c'est un immeuble de rendement, ben pour 1, vous pouvez prêter que 2. Donc, ils sont passés de 4 à 2 ou 1 en fonction du type de bien, si c'est rendement au personnel, et en fonction du taux d'avance. Donc, combien t'en prêtes? Et donc, quasiment toutes les banques ont réduit parce que justement, elles ont toujours la même quantité d'argent disponible, hein, dans la caisse. Elles ont dû réduire le nombre de prêts ou alors garder le même nombre mais réduire le montant de prêt, d'emprunter.
Donc, tu as des clients qui avaient 80% de taux d'endettement sur un immeuble de rendement. Et au moment du renouvellement, la banque a dit, on vous adore, vous êtes un client génial, mais en fait, on va baisser le crédit à 65%. Toi, si tu as acheté 1 million, bien de rendement, tout à coup, la banque, elle te dit, je t'étends ton crédit, mais tu me rembourses 150 000. Génial comme situation pour le client. Et on a eu plein de situations comme ça où, en fait, les clients se retrouvent un petit peu pris à la gorge. Eux, ils s'attendaient en disant, bah, voilà, mon bien a pris 30%, je vais augmenter mon hypothèque. Et tu es déjà content si on peut garder la même. Là, tu as un énorme risque. Après, tu as les critiques qui disent c'est un scandale, le régulateur, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et tu peux être aussi un peu plus objectif en disant bah, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient trop endettés sur de l'immeuble de rendement? Peut-être. Moi, je serais peut-être un petit peu plus modéré en disant bah, j'apprécierais qu'on puisse avoir un petit peu plus de budget auprès des établissements prêteurs pour quand même continuer de faire un certain nombre de transactions que je trouve importantes parce qu'il faut développer le parc, il y a des choses à faire. Par contre, il y a clairement des situations où des gens sont trop endettés et sur lesquelles je comprends l'attitude des banques et du régulateur qui voulait un petit peu mieux temporer ça. Ouais. Et d'un point de vue acheteur, si on se positionne en tant qu'acheteur maintenant, à quoi est-ce qu'on devrait réfléchir avant de prendre une hypothèque? Il y a toujours les deux mondes, hein. Comme je disais avant, tu as le monde du résidentiel puis le d'immeuble de rendement. Tout le monde te dira le truc numéro un, c'est le taux. Le taux n'est pas l'élément le plus critique de votre prêt. Je répète, le taux n'est pas l'élément le plus critique. Vous pouvez l'utiliser pour frimer auprès de tous vos amis quel taux incroyable vous avez eu. Et ce n'est pas ça qui va changer la qualité de votre prêt. Très souvent, ce qui va changer, c'est le cash mis à disposition. C'est-à-dire quel prêt, quelle garantie et quel amortissement et comment est fait l'amortissement. C'est beaucoup plus important et malheureusement, ça, personne n'en discute. Personne n'en discute. Donc, quand vous faites attention, moi, je dis toujours, et c'est comme ça qu'on introduit notre conseil chez nous, on essaie de maximiser la capacité d'emprunt du client. On est convaincu que le client doit emprunter le maximum qu'il peut. Alors, c'est très contre-intuitif quand tu viens des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas. Hein. Je suis belge et néerlandais aussi, donc je vois tout à fait de quoi on parle. Où là, c'est le crédit, c'est pas bien, on va prendre le minimum possible. En Suisse, pour maximiser l'économie que tu fais, tu empruntes le maximum que tu peux et tu déduis fiscalement tout ce que tu peux faire et tu fais des rachats dans tes caisses de pension ou d'autres choses pour réduire maximum ton impact fiscal. Et ça, malheureusement, les gens n'en parlent pas. Ils parlent de j'ai eu Saron plus 0,4, 0,5, 0,6. Alors que ça va impacter, tu vois, tout petit peu ton budget. Et que l'autre peut impacter massivement plusieurs dizaines de milliers par année si c'est bien fait. Et parlons un peu de ta boîte Resolve. C'est de la technologie, de la data, de l'expérience client, de l'automation. C'est quoi en fait? Tout ce que je viens d'expliquer qui semble peut-être intéressant, clair, pas clair, en fait, on va le faire pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, de comprendre cette optimisation, cette équation à 47 variables, le fait que cette banque-là, elle va prendre la moitié de ton bonus pour calculer tes charges, celle-là, elle va prendre 3/4, l'autre, elle va se dire, non mais attends, t'as un leasing, je vais te déduire tant, l'autre, elle va dire, attends, rénovation énergétique, tes panneaux solaires, je ne veux pas tenir compte ou j'en tiens compte à moitié. Ce travail de compréhension, nous on a plus de 70 prêteurs, hein, qui fait quoi, comment optimise, cet algorithme d'optimisation, on a fait le boulot. Ça fait maintenant plus de 6 ans qu'on a monté l'algorithme, qu'on a monté la data, on va trouver la meilleure solution et on va surtout te l'expliquer. Parce qu'en fait, je peux te donner la réponse. Si demain tu ne l'as pas comprise et tu l'implémentes de travers, on est mort. On est mort. On va te l'expliquer et on va t'expliquer pourquoi est-ce qu'on va aussi protéger tes risques. Donc cette optimisation totale, c'est ce qu'on fait chaque jour. Et c'est pour ça que le nom, ça c'est un des crève-cœurs. Quand je suis arrivé chez Hypothèque, je n'ai jamais dit qu'on a changé le nom. Et puis, je pense après quelques semaines, j'ai dit, ça fait quand même un peu optique 2000. Je peux faire mieux, tu vois. Et on a mandaté un très très bon ami à moi, Aurélien, si tu nous entends, je t'en serais redevable, je pense encore à vie, et qui je me rappellerai toujours, il nous a fait une présentation marketing avec quelques actionnaires, il y avait le staff qui était là, puis il y a plusieurs propositions de nom, puis le dernier s'appelait l'Évidence. Quand on a dit que la boîte pourrait s'appeler Resolve, Eureka, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. Et donc c'est drôle, parce que d'un côté, moi c'est ce que je faisais chez McKinsey, où je résolvais, où j'aidais mes clients à des problématiques très complexes dans le monde corporate. Et là, on essaye de résoudre cette équation financière pour nos clients, chaque jour, et de façon indépendante. Voilà.
Et donc, comme tu dis, Resolve, ça combine algorithme et conseil humain. Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre cette automatisation ou ces algorithmes dont tu parles et l'accompagnement personnalisé dans un secteur qui est aussi sensible? Écoute, on itère, on a beaucoup progressé là-dessus. On est convaincu qu'en fait, tu as besoin d'un rendu, d'une explication de très claire et très très bonne qualité pour le faire. C'est pour ça on nous prend pour des fous, hein, mais on a investi plus d'1 million par année dans de la tech, alors que tu vois, d'autres le font peut-être pas forcément. Ils disent oui, tu peux le faire sur Excel, etc. Oui, génial. Mais la réalité, c'est que si je veux pouvoir t'expliquer de façon claire, nette, précise et t'illustrer les différents scénarios, aujourd'hui, tu as un rendu qui est clair, qui est propre, qui est illustratif et qui te montre les différents scénarios. Tu vois, un des exemples que je te dirais, c'est que par exemple, je peux te montrer, si tu achètes aujourd'hui, combien tu vas payer d'hypothèque à la retraite, est-ce que tu pourras renouveler ton crédit à la retraite ou pas, et quels sont les autres risques que tu vas avoir. Mais pour te donner cette explication à toi, à ta compagne, de tenir compte, potentiellement tu as des enfants, quel sera l'âge de tes enfants, est-ce que tu toucheras l'AVS ou pas, combien, pour faire cette explication, la tech aide beaucoup. Parce que tu dois le faire avec le même niveau de qualité, nationalement, en 5 ou 6 langues. Mon client qui va chez Massimo à Lugano faire son conseil, je veux qu'il suive le même process de qualité. Valais, Delemont, Genève. Et donc, c'est là où tu dis qu'est-ce qu'amène la technologie et l'humain. C'est l'œuf et la poule. C'est que la tech va aider le conseiller à être meilleur et le conseiller va aider la tech à être meilleur. Et c'est la combinaison des deux qui te permet d'avoir une fiabilité incroyable. Les courtiers sont réputés, dans n'importe quel milieu, d'être avides de pognon et totalement infiables. Ça, c'est mes deux ennemis. On aime aussi l'argent, je te rassure, mais on veut être ultra fiable. Je veux que la qualité du conseil ne doit pas dépendre de est-ce que mon gars est en vacances ou pas. Ça, aujourd'hui, c'est notre asset. Et on a réussi en qualité de conseil je pense qu'on a monté 15 niveaux. Il en reste 15 à faire, hein, et on va le faire. Mais la plupart des boîtes, c'est notre head of sales qui disait ça, la plupart des boîtes, quand elles grandissent, la qualité baisse. Nous, on a réussi à exploser en taille et la qualité a massivement augmenté. C'est vachement rare. Vachement rare. Et ça, sans la tech, impossible. Impossible. Quelle serait la plus grande idée reçue des propriétaires ou futurs propriétaires concernant les hypothèques? Tu as parlé des taux. Est-ce que tu as d'autres éléments qui viennent? Les éléments de fiscalité sont très méconnus. Vraiment très, très méconnus. Souvent, les gens disent oui, je peux déduire les intérêts. Alors, il y a eu tout ce changement avec la valeur locative, on peut revenir là-dessus. Mais ça, on l'explique aussi aux clients. Tu as plein de frais, en fait, qui sont totalement inconnus. Je te prends l'exemple numéro 1. Les gens pensent qu'aujourd'hui, c'est 80-20, ils peuvent acheter 80-20, tu vois. J'oublie de compter qu'il y a les frais de notaire. Alors, tu as Zurich, tu t'en fous, c'est 0,1% ou 0,15. À Genève, c'est quasi 5%. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, je te donne 1 million, tu peux acheter combien à Genève? Ou je te donne 200 000 francs de fonds propres pour acheter un bien à 1 million. En fait, ça ne suffit pas, parce qu'il faut payer les frais de notaire. Et ça, les clients oublient, il faut leur expliquer. Après, tu as l'étape 2, c'est que tu dois créer une cédule. Il faut acheter une cédule, cher, il faut la créer. Toutes ces explications, tous ces éléments-là cumulés, en fait, les gens pensent savoir, mais ils savent le premier ordre d'estimation. Ils ne connaissent pas, en fait, les choses détaillées. Donc, notre travail va être vraiment d'aller dans les détails, d'expliquer tous les aspects. Les gens disent, OK, oui, je peux déduire les intérêts, oui, très bien, mais peut-être que si je t'emprunte 50 000 de plus et tu les mets dans ta caisse de pension et que tu réduis ta fiscalité, du coup, de 20 ou 30 000 francs cette année sur ta facture, il y a un truc incroyable à faire. L'autre exemple numéro 1, tu vas rire, c'est les renouvellements hypothécaires. Ça, c'est génial. Tu as des clients aujourd'hui qui viennent te voir, qui voilà, j'ai tel taux à telle banque, trouvez-moi mieux. Et la réponse, c'est si tu veux juste le nouveau taux, en fait, probablement fais-le toi-même. Ce sera plus facile. Tu appelles ton banquier, puis il te donnera le taux, puis tu fais le minimum effort, c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est monsieur, vous achetez il y a 10 ans, vous avez sorti votre caisse de potion à l'époque, votre bien, il a pris 40%. Donc en fait, maintenant, je peux refaire le crédit, je peux l'augmenter. On rembourse la caisse que vous aviez sortie à l'époque, on appelle les impôts, on fait rembourser les impôts que vous avez payés à l'époque quand vous avez sorti votre caisse. On peut faire ça? Oui, on peut faire ça. Et il reste un peu plus, et on le met encore dans la caisse. On réduit encore vos impôts. Le client qui vient chez toi, tu n'es pas juste passé de 1,8 à 1,6,
Il sort de chez nous, il a pris 25 000 balles. Ça, on a fait notre travail. Et ça, je veux qu'on le répète partout de façon systématique. Tu vois, c'est ça. Et je pense que la misconception, c'est je pense savoir et c'est simple. C'est facile. Ça a l'air facile. On a fait un événement en Valais il y a 2 ans dans lequel on a sponsorisé le parking VIP. Je dois comprendre l'histoire. On disait aux invités, on va laver votre voiture pendant que vous êtes c'était un concours épique. Et on a mis un petit panneau en disant, les gens tout contents à la sortie de l'événement, ils avaient leur voiture qui était nettoyée. On dit, ben voilà, laver sa voiture, c'est comme faire son hypothèque. Tu peux le faire toi-même, mais c'est vachement mieux fait quand c'est fait par des pros. Ben, c'est exactement ça, si tu veux. C'est que renouveler ton hypothèque, tout le monde peut le faire, mais c'est jamais aussi bien fait qu'on le fait. Et ça, l'année passée, tu vois, nos clients ont économisé plus de 2,5 millions, je crois. Ça, c'est sur quoi on se bat. L'impact financier de notre qualité de notre service. Rien le fait de pouvoir à peu près le mesurer, on a dû vachement se battre, mais c'est super important. On veut avoir un truc où chaque jour on amène, on contribue, les clients sortent chez nous et disent waouh, ok, cool, c'était utile quoi. Ça c'est bien. Ils sont pas venus chez nous parce que c'est mes potes. Ils sont venus chez nous parce que monstre impact. Ça c'est ce qui m'excite. Et comment vous vous positionnez face aux différents acheteurs, par exemple des personnes qui sont un peu plus fortunées ou des profils un peu plus modestes, surtout avec ces outils digitaux dont on parlait. Pour nous, un client est un client, si tu veux. Modeste ou pas modeste, c'est égal. Toute personne bénéficie de notre conseil. On a un conseil qui est très abordable, qui est très simple, qui est très rapide. Puis pour nous, si tu veux que ce soit une hypothèque à 200 000 ou à 2 millions, ça ne change rien. Vraiment rien à notre conseil. Je pense que l'endroit qui est un petit peu différent, on a une division qui s'appelle Premium, qui est pour les clients plutôt de banque privée, clients high net worth ou même ultra, comme on appelle. Tu t'attends à ce que c'est des clients qui n'ont pas besoin de crédit. Non, ils ont aussi besoin de crédit parce que souvent, en fait, ils sont dans une banque privée qui, en fait, ne fait pas forcément d'hypothèque. On fait plutôt des lombards ou d'autres choses. Donc, c'est une clientèle aujourd'hui où on se distingue énormément. Il faut savoir que la boîte hypothèque, au début, faisait que ça. Faisait que cette grosse clientèle de banque privée. Le fondateur, Yannis Egert, a construit ce métier pour ce segment-là. Et c'est un segment qui est super intéressant. C'est des gens qui veulent acheter aussi à l'étranger, etc. Aujourd'hui, tu vas chercher une hypothèque en France. J'ai un client qui m'a contacté hier. Il est bancarisé en Suisse, il veut acheter à Lille. Super deal. Pas facile de faire une hypothèque cross-border. C'est vachement compliqué, quoi. Ouais. Donc là, on a des situations plus compliquées. On a des situations de KYC où il faut mieux expliquer l'histoire du client sur des combinaisons où tu amènes un petit peu de pognon et on t'en prête aussi. Là, on a des situations qui sont beaucoup plus complexes. Et là-dessus, sur ce segment, je pense qu'aujourd'hui, en Suisse, on est probablement le seul acteur qui a vraiment beaucoup investi là-dedans. On a un réseau incroyable de partenaires qui aiment ce genre de clientèle. Les algorithmes, selon toi, est-ce qu'ils vont remplacer un jour les conseillers hypothécaires? Pas complètement, non. Non, je pense que le job va beaucoup changer dans le sens où le job va se spécialiser. J'ai pas besoin aujourd'hui d'un conseiller pour échanger avec toi et récupérer tes documents et clarifier ta situation. Probablement pas. Là, un bot ou un équivalent d'un bot, à terme, est capable de récupérer les informations beaucoup mieux qu'un de mes conseillers, un de nos conseillers, je pense. Par contre, de la même façon qu'après, il faut suivre la signature, etc. Mais tu vois, par exemple, nous, un truc tout bête, on va chez le notaire avec le client. Je veux bien un Grok ou OpenAI qui va aller chez le notaire à ta place. Non. Quand on est chez le notaire, on aide, on relie l'acte avant avec le client. C'est des choses qui sont super importantes. Tu vois. Et de la même façon que je pense que le conseil où je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois pas prendre 1,5 million, mais 2,2 millions de dettes et qu'est-ce que tu vas faire là-dessus et qu'est-ce qui peut se passer si madame, malheureusement, tombe en invalidité ou en accident? Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi ça ne sera pas un problème? Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Cette discussion qui est un vrai conseil financier régulé, ça ne va pas sortir, je pense, de sitôt de l'être humain. Et là-dessus, bien au contraire, l'empathie humaine, la compréhension, l'explication, je pense qu'il y a encore un sacré moment où ça va rester. Mais au lieu de faire, si tu veux, tout le process 5 fois par mois ou 4 fois par mois, en fait, je pense que tu vas te retrouver à faire 10 fois la partie intéressante. Ça tombe bien, tous nos gars, c'est ça qui les intéresse. Bon, c'est un peu comme un service de conciergerie. Je pense que vous allez vraiment à la source du problème et puis ce côté humain, comme tu dis, est très important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, de tous ces changements, mais il y a aussi l'adoption. On n'en parle pas beaucoup, mais l'adoption de nouvelles technologies dans certains secteurs comme le vôtre, ça peut être aussi beaucoup plus difficile. Toi, par exemple, moi, j'avais toujours cette crainte que
monsieur, madame, tout le monde n'osait pas uploader sa déclaration d'impôt. Pas du tout ce problème. Alors, tu es ultra high, en fait, tu vas même pas me la donner autrement. Ça, c'est OK. Mais tous nos clients nous communiquent leur déclaration d'impôt. Notre plateforme est ultra sécurisée. C'est comme un e-banking, hein, notre système. Et on a les standards, des audits, etc. Et cette barrière, elle n'existe plus vraiment, en fait. C'est plus, en fait, si tu veux, que... Je pense que la différence entre écouter et entendre. Ils vont entendre, pas forcément écouter. Il y a besoin un peu de ce côté où... Tu sais, le client va nous regarder, il fait... Je pensais prendre 7 ans, moitié 7 ans, moitié va. Vous en pensez quoi? Ça, ce côté-là, je suis pas sûr que l'AI se prononcera de la même façon. Donc je pense qu'il restera toujours un rôle pour l'humain. Par contre, je pense qu'on ne regrette pas un seul instant ce qu'on a investi en termes de tech. Et je pense qu'on est aujourd'hui super bien placé. On conseille plus de 3000 clients par année. Moi, j'ai dans la machine quelque chose comme 30 000 résolutions de problèmes. Je ne te parle pas des 50 000 qu'on n'a pas encore résolus parce qu'ils attendent d'acheter. Mais tu viens chez moi, je peux te dire de façon empirique et très précise quelle est la meilleure solution. Et puis comme tu dis, vous mettez en avant des valeurs comme le feedback. Tu veux un retour et c'est pour ça que l'humain est important. Mais je pense aussi que c'est important pour la transparence et l'impact avant l'effort. Pourquoi est-ce que c'est particulièrement important dans un environnement fintech et de conseil financier? Transparence, pour moi, ce n'est pas un objectif en tant que tel. C'est une nécessité quand tu veux créer la confiance. Tu peux que conseiller les clients si tu arrives à leur expliquer ce que tu fais et qu'ils te font confiance. C'est comme ça que tu vas le faire. Et donc, pour expliquer, il faut avoir un truc qui soit très clair. Et quand c'est pas clair, ils puissent te le dire, feedback, etc. Et pour te faire confiance, il faut que ça soit transparent. Donc, le monde où il y avait des rétros, des trucs à droite, à gauche, c'est quelque chose qui disparaît, qui est encore dans l'assurance peut-être un peu moins mature que dans les fonds, mais qui se continue d'être transparent. Mais on doit aussi être transparent, tu vois, avec nos employés, avec nos actionnaires. C'est quelque chose qui, dès le premier jour, chez Resolve, a été ultra critique, quoi. Et peut-être pour parler un peu et finir aussi sur le sujet de l'entreprise et du client, là, cette relation que vous avez, comment est-ce qu'on garde une certaine cohésion entre tous ces bureaux? Vous en avez plusieurs, 17 si je ne me trompe pas, dans toute la Suisse. Comment est-ce qu'on garde une cohésion avec ces différents taux par-ci, ces différentes mentalités par-là chez Resolve? C'est super dur. Je pense qu'on a assez moyen dedans, pour l'instant. Alors, quand tu as une forte croissance, c'est super dur à maintenir. Tu fais certains événements, tu communiques. On s'est énormément amélioré dans la communication. Souvent, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et c'est quelque chose qui... Il n'y a pas d'acquis, en fait. Il n'y a pas d'acquis sur comment tu crées l'événement. Mais tu vois, on a créé un fun comité parce qu'en fait, on ne se voyait pas assez. C'est encore plus dur de construire en Suisse parce que tu as des barrières linguistiques, géographiques. On a fait un événement l'autre jour au Valais. Le pauvre Tessinois, je crois qu'il a mis 6 heures pour venir. Il y a des efforts, tu vois. Et la réalité, c'est que c'est un effort collectif. Donc, la première valeur, c'est le collectif. Chez Resolve, on ne veut pas qu'un soit très bon et les autres moyens, c'est que tout le monde soit plutôt bon. C'est ça la logique, en fait. Ouais. Voire très bon. Et du coup, ça veut dire qu'on doit tous se tirer vers le haut. C'est une des raisons pour laquelle tous les employés sont actionnaires aujourd'hui. Tous. Ça, c'est une des raisons. On veut vraiment tous être alignés sur ce qu'on fait. Alors, moi, en tant que CEO, je reporte à tous mes employés, de facto. Pas tous les jours drôle, mais c'est comme ça. Et toi qui es CEO, justement, pour finir aussi là-dessus, dans 5 à 10 ans, Resolve, ce sera quoi? Un leader technologique, un leader du service? Ou plus? Ou les deux? J'aurais aimé te dire un leader tech. La réalité, c'est qu'on peut avoir une super tech, on ne va pas la vendre à tout le marché. Le marché est trop petit dans ce qu'on fait. C'est la réalité. Tu vois, en Suisse, des plateformes leaders qui ont bien vendu leur tech, tu as Temenos et puis tu as Avaloq. That's it. Tu vois, enfin, une vraie fintech at scale, etc. On ne sera jamais dans cette catégorie. Par contre, je pense qu'on sera un leader en conseil, donc en service for sure. Mais je pense que la frontière sera difficile à distinguer. En tout cas, tu ne pourras pas vendre un sans l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, dans quelques années, ce sera impossible de vendre une boîte qui c'est pur service. Impossible. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Resolve? De rendre beaucoup de clients heureux et tu sais, on a cette vision, on veut monter un club de 100, des 100 meilleurs conseillers de Suisse, nous aider à construire le club. Des gens qui veulent rejoindre le club, envoyez-les nous. Il faut qu'ils soient bons et super motivés. Même s'ils sont jeunes, ils ne sont pas encore très expérimentés. On privilégie toujours la motivation, l'énergie, l'envie d'apprendre. On a des super juniors, on a des anciens athlètes, hockeyeurs ou autres, qui sont investis 6 mois pour se mettre à niveau, qui sont aujourd'hui parmi nos meilleurs conseillers.
C'est ça qu'on veut. On veut des gens qui ont la niaque pour construire ce club décent. Donc, ce que tu peux me souhaiter, c'est qu'on reçoit beaucoup de personnes qui veulent rejoindre le club et puis qu'on arrive à continuer de grandir en montant ce niveau et qu'on arrive surtout à moderniser cet écosystème du financement on va y arriver. Hein. Je te souhaite même un club des 200 si tu veux. Peut-être pour finir avec quelques petites questions rapides comme ça pour peut-être en savoir plus sur ta personnalité, du tac au tac comme ça on répond. Si tu devais choisir un taux fixe ou un taux variable, ce serait quoi? Taux fixe, même sur lui, c'est tant d'autres un poil plus cher. Je pense sur ta résidence principale, il ne faut pas prendre le risque qu'un président sur un tweet puisse te changer ce que tu payes en loyer. Oui, c'est vrai. Acheter ou louer? Acheter. Acheter, louer, ça peut aussi dépendre du budget, mais aussi de la situation d'une personne, je pense. Hein. Oui, alors chaque personne aura un budget différent. Moi, je reste convaincu qu'en Suisse, on est sur un territoire fermé où la population augmente. Donc, par définition, moi, je suis un physicien de formation, la densité va augmenter, donc le prix va augmenter. C'est mathématique. Donc, toute personne qui achète à un prix contrôlé, on va dire raisonnable aujourd'hui, fera une bonne affaire, c'est sûr. Et donc, tu te sentiras chez toi, tu peux faire beaucoup d'économies si tu sais bien te structurer. Aujourd'hui, si tu achètes, tu peux être bien chez toi et faire un bon deal. Je reste convaincu de ça. Après, il y a des gens qui veulent être plus flexibles, qui veulent partir à l'étranger, qui veulent faire d'autres choses. C'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui veulent le faire, je pense qu'on peut leur démontrer assez facilement que c'est un bon deal. Travailler dans une grosse boîte comme tu l'as fait ou dans une start-up? D'abord un et ensuite l'autre. C'est la bonne séquence, ouais. Et on fait pas l'inverse. Souvent, c'est l'inverse. Non, je pense que dans l'autre sens, c'est mieux. Ouais. Okay. Je pense que bosser dans une startup est beaucoup plus dur. Et je pense qu'il y a besoin de bagages et de comprendre, tu vois, notamment la gouvernance, on en parle dans le podcast en anglais. La gouvernance, et souvent beaucoup de startups ou de petites boîtes, est catastrophique. Nous, on a une super gouvernance. Je pense que c'est ça qui en fait une des vraies forces de Resolve. Je pense que ça, tu l'apprends dans les grands groupes, tu l'apprends pas dans les garages. Le bureau de Resolve que tu as le plus hâte de visiter? Question difficile où tu mets évidemment un petit peu pression vis-à-vis de mes collègues, mais la réponse sera simple, sera Zurich, puisque c'est là où je vis et puis c'est là où je suis à côté de chez moi. Près de tous les bureaux, je suis toujours bien accueilli. Puis en Valais, l'apéro est toujours sympathique en Valais. On va garder le Valais pour le cœur. Merci beaucoup d'être venu. Si tu as peut-être des liens ou des choses à partager avec nos auditeurs et auditrices, n'hésite pas. Je sais que vous avez un podcast aussi. Ouais, absolument. Ouais. On a lancé ça il y a un peu plus d'une année. On invite, comme vous, un peu des entrepreneurs à parler un peu de ce qu'ils font. Ça touche évidemment toujours un peu l'immobilier. Et on a des gens super intéressants qui parlent notamment de tout ce qui se passe sur les plateformes immobilières et autres. Donc, je vous invite évidemment à nous ajouter sur les plateformes visuelles, que ce soit Apple ou Spotify ou YouTube, comme vous. Une fois que vous serez sur l'application et vous likez ce podcast, likez aussi le nôtre derrière. Pas de problème, on mettra un lien dans la description. Merci Romain, c'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Vous venez d'écouter Unlocked, présenté par Swissquote. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, comme Romain l'a dit, pour ne manquer aucun épisode et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour découvrir tout ce qu'on fait. Il y a aussi d'autres chaînes sur Instagram et TikTok, on fait plein d'autres choses. Mais sur YouTube, on a beaucoup de contenu éducatif et comme vous le savez, c'est très important chez Swissquote. À bientôt, merci beaucoup, on se retrouve au prochain épisode. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à
promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SAISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.